Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Vous écoutez la version longue avec de la reco et de l'actu. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et auditrice obsessionnelle de podcasts. Le podcast que je vais vous recommander cette semaine fait partie de mes podcasts préférés de tous les temps, toutes catégories confondues. Dans ce 21e épisode, on va découvrir les coulisses de Matignon, enfin si on veut, mais avant ça, les actus de la semaine. Fans de faits divers, la RTBF lance un appel à projet qui devrait vous plaire. La radio publique belge cherche une idée sur le thème des crimes du passé, mais avec une mise en son et une incarnation moderne, pour aller toucher un public âgé de 25 à 39 ans. Une enveloppe de 15 à 25 000 € est prévue pour produire les 10 épisodes demandés, de l'écriture à la réalisation en passant par la promotion sur les réseaux sociaux. Un budget un peu ric-rac donc pour caser tout ça, si vous imaginez une fiction avec plein de comédiens, mais l'occasion de développer un projet pour une belle maison. Les candidatures sont ouvertes aux indépendants et indépendantes uniquement, et ce jusqu'au 28 mars midi. Pour découvrir le cahier des charges, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de cet épisode. Après la Belgique, direction la Suisse, pour une séance d'écoute collective et en plein air d'un podcast de la radio-télévision suisse. Pour fêter avec un peu de retard le centenaire du média radio, les équipes de la RTS vous invitent à les rejoindre sur la plage de la Maladère à la Tour de Paix, c'est entre Montreux et Lausanne, le samedi 5 mars à 10h30. Au programme, l'écoute au casque de 2 épisodes de 8 femmes à bord, très beau documentaire sur un équipage féminin qui fait une transatlantique et dont les membres évoquent pendant ce voyage leurs expériences respectives du cancer du sein. Pour assister à cette écoute nomade en présence de l'équipe qui a produit le podcast, il faut s'inscrire sur le lien qui se trouve dans la description de cet épisode. C'est entièrement gratuit, mais il faut avoir un pass sanitaire. Attention, les places sont très limitées. Et si vous n'habitez pas en Suisse, rien ne vous empêche d'écouter le podcast 8 femmes à bord, bien au chaud chez vous. Vous le trouverez facilement sur Slate Audio. Prochain arrêt, Binge Audio. Semaine chargée du côté du studio Binge Audio qui annonce non pas une, non pas deux, mais bien 3 nouvelles. La première, c'est que À bientôt de te revoir est désormais disponible en vidéo. À partir du 21 février, vous pourrez regarder les interviews menées par Sophie-Marie Laroui sur France TV / la chaîne web du service public destinée aux jeunes adultes. Si vous voulez assister aux enregistrements, rendez-vous sur la billetterie du théâtre La Scala à Paris. Les billets coûtent 15 € pour assister à une interview ou 25 € si vous voulez assister aux 2 interviews à la suite. La deuxième nouvelle pour Binge, c'est le lancement d'une campagne de financement participatif pour l'édition d'un livre adapté de la newsletter La Dose. Au programme, 30 textes écrits par des personnalités engagées comme Rokhaya Diallo, Océan ou Pauline Armange pour répondre à des questions telles que « Faut-il lire Zemmour ? La révolution est-elle possible ? Ou y a-t-il eu des statues déboulonnées en France ?» Le titre du livre reprend les codes chers au studio, dérision et provocation, puisqu'il s'appelle « Bienvenue au Wokistan ». Pour en savoir plus sur la campagne de financement participatif, rendez-vous sur Ulule. Enfin, 3e nouvelle, le podcast Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon a reçu le prix du Cul d'Or 2022 du podcast dans l'émission Quotidien sur TMC. Un choix surprenant, non pas parce que le podcast n'est pas bon, il est excellent, mais parce qu'il est en pause depuis le mois d'avril 2021. Victoire Tuaillon se consacre depuis à son nouveau podcast, Le cœur sur la table, qui aurait peut-être dû être celui récompensé. Moi, les fictions sonores, c'est pas mon truc. J'arrive pas à rentrer dedans. Il me manque l'image. Cette phrase, je l'ai entendue des dizaines de fois. Et à chaque fois, j'ai la même réponse. Écoute ça et on en reparle.
Matignon, bonjour. Allô? Allô, allô? Allô? « 57 rue de Varennes » de François Perrache. Ça, c'est la série 57 rue de Varennes produite par France Culture. J'ai pu me rendre sur le tournage de la 6e et dernière saison qui vient de sortir et je vais vous donner à entendre un peu de la fabrication de cette fiction. Mais avant de pénétrer dans les coulisses, un peu de contexte. 57 rue de Varennes, c'est l'adresse de l'hôtel de Matignon où exerce le Premier ministre, mais aussi le nom d'une fiction politique imaginée par François Perrache depuis 2014. La toute première saison nous plonge, le temps de 2 petites journées, dans la vie du Premier ministre incarné par Hervé Pierre, que vous avez peut-être vu à la Comédie Française si vous êtes team théâtre, ou dans Lupin sur Netflix si vous êtes team canap'. Pierre-Yves Gerland, c'est le nom de ce Premier ministre grinçant et manipulateur, a des journées bien remplies. Au début de la série, il doit se débattre entre une épouse agacée de ne jamais le voir, la disparition du ministre de la Santé Jean-Philippe Belansky, parti en vacances en Afrique, et une interview à la radio où il apprend en direct qu'un scandale concernant son ministre des Finances est sur le point d'éclater. En bonhomme politique, il sait évidemment réagir à chaud. J'imagine qu'une fois de plus, il s'agit d'une tentative de déstabilisation d'un ministre qui a toute ma confiance, qui a contribué par son action à diminuer de moitié, je le répète, de moitié notre déficit public. Là encore, il s'agit de petites polémiques journalistiques, mais le cap de mon gouvernement est clair, et notre bateau ne va pas tanguer sous l'effet de ce clapotis médiatique. Bien, c'est donc sur cette métaphore maritime que nous nous quittons. Merci Pierre-Yves Gerland d'avoir répondu à notre invitation et aux questions des auditeurs. Merci à vous, merci. Restez avec nous justement, chers auditeurs. On se retrouve, nous, dans une petite minute après une page de réclame, comme on disait dans le temps. Madame Papillon, dites à Monsieur Papillon. Bon, merci beaucoup, Monsieur Gerland. C'était une bonne interview, je trouve. Ouais. Enfin, vous étiez moins agressif la dernière fois, non? Là, je pouvais à peine donner un début de réponse que vous sautiez déjà au sujet d'après. T'as pas trouvé, Hakim? Si, évidemment, ça va toujours trop vite. C'est impossible de traiter 6 ou 8 thèmes en 20 minutes, mais t'as été parfait, t'inquiète pas, Pierre. Il est allé à l'essentiel à chaque fois. En revanche, il faudrait sortir du studio, là. La présidente de Radio France t'attend, je veux saluer. Oui, je vous chasse pas, mais on reprend l'antenne tout de suite. Désolé, je peux pas vous raccompagner. À une prochaine fois, Monsieur Gerland. Ouais, c'est ça. Bonne journée. Au revoir. Bon, Pierre, il faut sortir maintenant. Allez, on y va. Regarde-moi ça, cet enfoiré de Bousquet a déjà réagi sur Twitter. Qu'est-ce qu'elle écrit, cette conne? Fin d'interview laborieuse pour Gerland qui patauge et prend l'eau. Vraiment que ça à foutre. Ouais, t'inquiète pas, je vais tout de suite publier 2-3 tweets sur ton compte pour marteler les points principaux. Oui, d'accord. Interview langue de bois, communication politique, rivalité en conseil des ministres et autres coups de couteau dans le dos, chacun des 30 épisodes de cette série nous plonge dans le petit panier de crabes qu'est la politique française. L'auteur François Perrache a lui-même travaillé dans ce domaine dans les années 2000 avant de se réorienter vers les métiers de comédien et d'auteur. Bien lui en a pris parce que 57 rue de Varennes, 57 pour les fans, a reçu le prix Europa de la meilleure série de fiction radiophonique en 2014. Je ne veux pas trop vous en dire sur l'intrigue pour ne pas divulgacher ce podcast à celles et ceux qui ne l'auraient pas déjà écouté. Mais disons que le personnage de Pierre-Yves Gerland se retrouve embourbé dans un crime d'État qui va petit à petit le mener à sa chute alors même qu'il a réussi à devenir président de la République. Pendant les 5 premières saisons, l'action est chronologique et toujours très bien rythmée. Pour être sûr que l'auditeur s'y retrouve toujours dans cette intrigue très riche qui tourne parfois au cours de droit constitutionnel, François Perrache fait débuter chaque épisode par un résumé de l'intrigue et un teasing des développements à venir, le tout compté par un griot. Au tout début de la saison 6, c'est lui qui nous explique que les épisodes à venir comblent l'ellipse de quelques mois à la fin de la saison précédente, juste après la diffusion en live d'une discussion privée qui incrimine le président et ses proches dans un assassinat politique. La nature a horreur du vide. Je vous dois, fidèles amis, le récit de ces 10 mois passés sous silence. 10 longs mois de chaos politique et social qui menèrent de cette révélation fracassante au procès politique du président Gerland.
En politique, on n'est jamais tout à fait mort. Et notre héros déchu s'accroche au pouvoir. Ce chasseur blanc au cœur noir, fera-t-il la saison de trop ? C'est vrai ça. Est-ce que c'est la saison de trop ? À la fin de la saison 5, les équipes de France Culture avaient dit que c'était la dernière. Alors quand une saison 6 a été annoncée, j'étais partagée entre excitation et appréhension. Je me demandais comment François Perrache allait réussir à faire une fiction à la fois crédible et plus folle que ce qui nous arrive réellement depuis 2 ans, entre crise sanitaire et campagne présidentielle où rien n'a vraiment de sens. J'avoue avoir été un peu décontenancée par le premier épisode, qui a un rythme très soutenu, avec plein de séquences qui s'enchaînent très rapidement, mais dès l'épisode 2, j'ai retrouvé ce qui fait la qualité de cette fiction, l'alchimie parfaite entre l'écriture au cordeau de François Perrache et la réalisation hyper réaliste de Cédric Ossire. Ensemble, ils arrivent à créer un univers à la fois très fictionnel et très vraisemblable. Par exemple, il y a plein de petites phrases qui font référence à de vrais événements politiques, comme celle-ci. La priorité, c'est de gagner du temps. Et il faut siffler la fin de la récré, tout de suite. L'ordre, d'abord. On verra pour la justice. Ok, pour les laisser foutre le pays à feu et à sang cette nuit, mais demain matin, fini la comédie. La bamboche, c'est terminé. D'un autre côté, il se passe des choses qu'on imagine mal se produire dans la réalité, en tout cas celle d'aujourd'hui, comme l'accession d'une femme lesbienne à la présidence ou d'un homme noir et autiste à Matignon. J'ai pu assister au tournage de la saison 6 et je ne résiste pas à la tentation de vous faire entendre un petit peu des coulisses de cette super production radiophonique où, rien que pour cette 6e saison, près d'une centaine de comédiens se donnent la réplique. La comédienne que vous allez entendre incarne une journaliste qui doit faire un duplex pour une chaîne d'infos en continu. Elle est censée être devant l'hôtel de Matignon, vide depuis des mois. Elle n'a qu'une demi-heure pour tourner sa scène en décor réel dans la cour de la SACD. Cédric Ossire la dirige, aidé par François Perrache, présent pour valider les dernières modifications du texte. C'est parti, ça tourne. Oui, donc comme vous le savez, Pierre-Yves Gerland a créé une énorme surprise en annonçant mercredi dernier l'accélération du calendrier de son audition devant la Haute Cour. Alors, baroud d'honneur ou coup de bluff, coup de force ou coup de jarnac? L'Élysée a seulement laissé entendre que le président aurait, je cite, une proposition à faire aux parlementaires mercredi prochain. À 48 heures de ce moment inédit dans la Ve République, la tension monte d'heure en heure entre le président et son Premier ministre. Et je me trouve actuellement devant l'hôtel de Matignon qui connaît en ce lundi matin une grande agitation. On a vu arriver ici au compte-gouttes et dans la plus grande discrétion plusieurs collaborateurs du président et du Premier ministre. Le bâtiment, vide depuis bientôt 10 mois, mais hautement symbolique, devient le terrain d'un conflit ouvert entre les deux hommes. D'après nos informations, Pierre-Yves Gerland serait en train d'engager un ultime bras de fer avec Camille Fournier pour décider de l'avenir de cet hôtel particulier, construit en 1722, désormais ancien siège du gouvernement, palais déserté de la République. C'est pas mal, juste à ta dernière phrase qu'il faut restructurer un peu parce que Pierre-Yves Gerland sera en train d'engager un ultime bras de fer, mets-le peut-être en exergue, un ultime bras de fer avec Camille Fournier. Attends, excuse-moi, je te suis pas. Là, peut-être mets-le un peu, ouais. Fais-le sortir pour pouvoir... Un ultime bras de fer. Avec Camille Fournier. Avec Camille Fournier. Deuxième temps pour décider, putain, moi si on va pas tenir, décider de l'hôtel, de l'avenir de cet hôtel particulier, ok. Juste peut-être François, je me demande si... on a vu arriver ici au compte-gouttes dans la plus grande discrétion plusieurs collaborateurs du président, plutôt que le « et », mais aussi. Oui, très bien. Mais aussi tu vois, du Premier ministre. pour avoir tu vois, cette alternance un peu, c'est bizarre, quoi. Ouais, très bien. Tu me dis, mais aussi du Premier ministre, tu vois, c'est pas que... Parce que là, sinon je verserai sous moi parce que dans ce cas je finirai par le président. Alors, parce que l'idée c'est qu'on est à Matignon donc c'est normal. Oui, c'est plus logique. Plusieurs collaborateurs du Premier ministre, mais aussi du président. Et ça c'est plus intriguant et ça prouve qu'il reprend la main le président à Matignon. Mais aussi, et c'est ça qui est surprenant, aussi du président de la République. Du président de la République. Ouais, tu peux dire ça. Président du président de la République. Comme tu le sens, en fonction de ta respiration. Président.
C'est assez de souffle. Tu peux y aller. Du Premier ministre, c'est normal parce qu'on est à Matignon. Ouais. On avait c'est arrivé ça. Mais ici du au président, c'est compte-gouttes étonnant. et dans la plus grande discrétion, plusieurs collaborateurs du Premier ministre, mais aussi du président, Et ça, c'est très bizarre. Ouais, tu peux peut-être dire de la République. mais aussi du président de la République. Tant que c'est pas tourné, c'est pas figé. 57 rue de Varennes, c'est sans aucun doute ma série radiophonique préférée, avec son côté ultra réaliste façon Baron Noir, un style que je n'ai jamais retrouvé dans aucune autre fiction sonore. Elle dure 5 fois 25 minutes par saison, ça fait donc quelques heures d'écoute, mais dès le premier épisode, impossible de s'arrêter. J'ai profité d'être sur le tournage pour interviewer François Perrache et Cédric Ossire à propos de cette série unique en son genre. Bonjour François Perrache. Bonjour. Bonjour Cédric Ossire. Bonjour. La dernière phrase de la saison 5, c'était « Qu'est-ce qui se passe après Varennes ?» Visiblement, après Varennes, c'est toujours Varennes, puisque vous faites une saison après la dernière saison. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le pourquoi du comment de cette 6e saison, François Perrache ? Effectivement, la 5 devait être la toute dernière. Et puis je crois qu'il y avait quand même, on était nombreux à vouloir que ça continue un petit peu, tant du côté des auditeurs que nous qui la fabriquons. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on fait quelque chose de plus? Et on est reparti pour une 6e saison. Vous l'avez écrite à deux ou c'est vous qui avez écrit seul et ensuite vous avez fait des retours avec Cédric, des petits ping-pong avant le tournage? Dès le départ, c'est une série vraiment qui s'écrit vraiment à deux. C'est moi qui tiens la plume au final, mais on écrit vraiment tous les deux dès le départ, que ce soit la conception des grandes lignes de la série et jusqu'aux 15e versions de retouches, des coquilles, des petites choses, des choses comme ça. Et puis il y a une 3e personne dans la boucle pour l'écriture, qui est Emmanuelle Chevrière, qui est la conseillère littéraire de France Culture, qui s'occupe des feuilletons, plus Blandine Masson au-dessus, qui supervise au niveau éditorial. Enfin, c'est un truc qu'on écrit vraiment tous les deux, avec Cédric. Combien de temps ça vous a pris pour travailler sur cette 6e saison avant d'arriver là, au tournage? Ça commence toujours à la fin d'une saison. C'est-à-dire que la saison 6 a commencé dès la saison 5, enfin en tout cas immédiatement après. Ça se précipite sur les dernières semaines, les derniers mois, forcément, parce que là l'écriture devient très concrète, très technique et très pragmatique. On a un besoin. Mais j'ai l'impression que pour chaque saison, enfin François pourrait le dire mieux que moi, mais l'écriture commence à à la fin en tout cas, de la diffusion d'une saison, parce que ça laisse germer des choses. On rêve à une suite. Donc là, je ne sais pas ce qui va se passer à l'issue de cette saison 6, mais normalement, non. Là c'est fini. Après, ce qui était chouette avec cette série, c'est qu'elle est née sans savoir que ce serait une série. C'est-à-dire qu'à chaque saison, non pas, c'était pas une saison définitive, mais on savait pas combien de saisons on ferait. On savait même pas que ça deviendrait une série. C'est ça qui est assez frappant, c'est qu'on s'est lancé d'abord dans ce feuilleton, en pensant que voilà, il y aurait 5 épisodes, et puis au fil du temps, de la réception des auditeurs, de l'engouement de part et d'autre, voilà, de se dire on prolonge et on poursuit cette aventure. Donc ça, c'est ça qui est beau aussi dans l'histoire de 57 rue de Varennes, de savoir que ça se prolonge comme ça de saison en saison sans avoir eu la volonté déjà sur le papier au préalable. On s'est jamais dit il y aura 5 saisons. Voilà. Ça me semble important. J'avais entendu Rochant dire ça, Eric Rochant, sur le Bureau des légendes. On n'a jamais pensé une fin de saison en se disant on attend et on écrira la suite, en pensant que l'idée c'est qu'on finit une saison et on finit la série, quoi. On a dit tout ce qu'on avait à dire. Et donc on a dit tout ce qu'on avait à dire en saison 2, puis en 3, puis en 4, puis en 5. À chaque fois c'est fini. Il se trouve qu'on essaie de proposer quelque chose de nouveau. Et donc, cette saison 6, en fait, elle va combler des lacunes de chronologie à l'intérieur des 5 saisons que les auditeurs ont écoutées ou pas. Elle peut s'entendre pour elle-même. Évidemment, elle a plus de saveur encore pour les gens qui connaissent la série. C'est pas indispensable. Et donc, elle nous amène à la fois avant la saison 1, en préquel, comme on dit avant. Puis elle comble aussi des lacunes volontaires, des ellipses volontaires de narration à l'intérieur des 5 saisons, notamment la dernière, la 5. Et elle vient combler ces lacunes-là pour redonner un éclairage tout à fait différent de l'ensemble des 5 saisons. C'est pour ça qu'on avait quelque chose d'un peu nouveau à raconter par rapport à ça. Comment vous faites pour créer une fiction politique qui soit à la fois dans son temps et qui raconte la politique d'aujourd'hui, mais qui ne soit pas périmée dans 3 ans quand on aura changé de président, de gouvernement, qu'elle reste intemporelle? Alors je vais citer un grand auteur de radio qui s'appelle Stéphane Michaka, qui en un de ses romans dit la fiction c'est le réel avec un pas de côté. Donc on part du réel, mais on fait un pas de côté. Donc concrètement, ça veut dire qu'on exploite les citations de nos contemporains. Et après, l'idée, c'est de faire des évocations, mais de ne pas le faire explicitement. Très concrètement, par exemple, vous verrez qu'il y a
pas mal de choses qui évoquent toute la question du confinement et pas du tout dans une perspective sanitaire qui est celle qu'on a connue. Donc il y a des échos comme ça qui sont des décalages. Et après, il y a aussi autre chose que moi j'assume assez bien avec Cédric, c'est qu'il y a des choses qui sont tout à fait intemporelles, c'est le but du jeu. Puis il y a aussi des choses qui sont datées, quoi. C'est-à-dire qu'il y a je pense qu'il y a des répliques qui feront rire en 2022 et dont les gens n'auront plus la référence en 2025 et c'est pas grave. Comment ça se passe, Cédric, le tournage d'une fiction comme ça? Où est-ce que vous tournez? Avec combien de personnes? Sur combien de jours? Pour faire une saison, c'est quoi comme dispositif? C'est grosso modo une saison, c'est à peu près un mois de production, enregistrement, montage, mixage. C'est grosso modo 6-7 jours d'enregistrement. Beaucoup de décors naturels. Alors, on a eu la chance de pouvoir tourner 5 saisons sur 6 dans les locaux, dans des bureaux de la SACD. J'avais besoin d'un décor qui soit, pour moi, c'était important. C'était presque un personnage à part entière, d'avoir ce 57 rue de Varennes et ces murs, les ors de la République, d'entendre le parquet qui craque, les portes. Donc, j'avais besoin de sortir, de m'extraire du studio. Quelques petites choses en décor naturel et un peu en studio. La difficulté première à partir de la saison 2 a été de retrouver les mêmes personnages par rapport aux personnages récurrents, donc les mêmes comédiens. Et la difficulté est de croiser les plannings, évidemment, avec les nôtres, le planning de tournage. Et après, ça va très vite. On est quand même assez efficace, je crois. On a un peu plus d'une semaine, ouais, un peu plus d'une semaine pour le montage et un peu plus d'une semaine, à peine 10 jours de mixage. Donc ça va très très vite, en fait. Une fois qu'on a terminé l'enregistrement, presque les 3/4 du boulot sont effectués. Après, il reste évidemment le mixage, l'ajout de la musique, mais beaucoup de choses se soldent et se font à l'enregistrement. Et sur les moyens, un truc que tu as pas cité parmi les moyens, moi en tant qu'auteur, en tout cas, ce qui m'a frappé quand je suis arrivé à la radio, outre les équipes techniques et cetera et que Cédric a constitué une équipe de fidèles en fait, dont par exemple le chef op, mais aussi les bruiteurs et cetera, les assistants, assistantes. Ce qui m'a frappé moi, c'est la liberté sur le casting. C'est-à-dire que concrètement, enfin je crois que c'est peut-être unique en Europe, je sais pas, il y a une centaine de comédiens par saison, ce qui est quand même dément. Mais ce qui veut dire que nous, en tant qu'auteurs, on a une liberté totale pour créer des dispositifs, des situations. Donc c'est extrêmement riche en termes même dès l'écriture, en fait. On peut faire venir un personnage pour 4 répliques si ça a du sens. Il ne s'agit pas de faire cachetonner pour faire cachetonner, hein. Mais on peut se permettre de créer des petits personnages secondaires qui viennent juste pour quelques scènes, et cetera. Et ça, comme on sait que la radio publique donne ces moyens-là quand ils sont utilisés à bon escient, et que les séries permettent ça donne une grande liberté, une grande richesse d'écriture aussi. Et on essaie de déployer, nous, en tant qu'auteurs, aussi tous ces moyens-là en disant, bah, puisqu'on peut avoir des gens, faisons-leur faire plein de choses, des choses variées, dedans, dehors. On peut les mettre dans des hélicoptères, dans des sous-sols, au bunker, à l'autre bout du monde, etc. Donc on peut se faire plaisir. Et on vous donne un budget par saison qu'ensuite vous devez gérer pour gérer les cachets? Ou en fait, une fois que vous avez fait valider votre script, c'est pas votre problème? Non, j'ai jamais eu de budget. On m'a jamais limité à ce niveau-là. Il y a un rapport de confiance aussi. On sait qu'on gère les moyens. C'est-à-dire que c'est au moment où, effectivement, je demande des moyens à la radio en nombre de jours de tournage. Après, une fois que les jours sont établis, que les moyens techniques sont validés à la radio, non, il n'y a pas de. C'est là où aussi, ce que disait François, c'est une très très grande liberté. Après, c'est plus simple pour eux, j'imagine, à l'administration des fictions, parce que je pense qu'une saison ressemble à une autre, donc ils savent à peu près à chaque saison le budget moyen d'une, mais que j'ignore d'ailleurs, je l'ai jamais demandé. Par curiosité, il faudra que je le fasse. Mais j'imagine qu'à chaque saison, on est dans des budgets équivalents. Mais il n'y a pas de limite. Alors, on n'est pas limité à ce niveau-là. Et pourquoi avoir voulu sortir une fiction politique en 2014, avoir choisi de la continuer depuis? Qu'est-ce que vous avez envie de raconter de la vie politique française? C'est quoi la leçon à retenir de 57? Alors là, il va falloir qu'on prenne du temps. Non, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. C'est-à-dire que il y a ça, c'est l'arène, la vie politique. Mais elle nous permet de raconter des tas de choses. Une des choses sur lesquelles Cédric est toujours vigilant à chaque saison, c'est cette histoire d'avoir au moins 3 couches pour notre personnage principal, qui est la couche du chef du gouvernement, du responsable politique et de la personne dans son cadre personnel, quoi. Qu'on ait toujours ces 3 couches-là. Mais avec ces 3 couches-là, on peut à la fois traiter des choses d'actualité, des choses institutionnelles, puis des choses de l'ordre psychologique. Je vois par exemple, enfin, on a cette chance maintenant, il y a 12 heures de fiction, enfin, c'est quand même dément, quoi. On a fait une par an quasiment. Et moi, en tant qu'auteur,
J'ai vachement évolué sur des tas de questions, ma perception de la vie politique, et cetera. Donc chaque saison a ses sous-thématiques, la place des femmes, qu'est-ce que c'est d'avoir un premier ministre noir, qu'est-ce que c'est que le conflit des institutions, est-ce qu'on peut avoir 2 personnes à la tête de l'État pour diriger, bref, comment est-ce qu'on gère tout ça? Mais il y a aussi des thématiques très transversales, comme par exemple, pour ce qui nous touche tous, quoi, on est imprégné de ça, mais je sais pas, le MeToo, a bien sûr, infusé dans cette série et j'écrirai plus du tout certains rôles féminins, tels que je les ai écrits, il y a 7 ans, mais juste parce que on a tous pris 7 ans par rapport à cette problématique de réflexion. Donc c'est comme ça qu'on passe pour aller un peu vite, d'un personnage, heu, que je regrette rien de rien, mais je veux dire, j'écrirai plus du tout la femme du premier ministre en première saison. En tout cas, en lisant ça et en relisant ça et en réfléchissant, en discutant et cetera, on se retrouve, en saison, 4 avec une femme, première ministre, lesbienne. Voilà, tout ça on est irrigué par l'actualité. Et la radio, est vraiment un médium assez génial aussi pour ces sujets-là, même s'il y a de magnifiques films politiques, pièces de théâtre politiques et cetera. Parce que la politique, ce n'est pas que ça, mais c'est beaucoup la parole comme action, quoi. Donc la place du langage et des différents, par exemple, niveaux de langage pour un même personnage, comment s'adresse-t-il, à la télévision, en interview, à ses collaborateurs, à sa femme, pour le même personnage. C'est pas du tout les mêmes niveaux de langue, donc c'est un régal à écrire. Et la radio se prête particulièrement à ça, même s'il y a beaucoup d'action dans 57 rue de Varenne, mais c'est d'abord la parole qui agit dans 57 rue de Varenne. Il y a quelque chose qui fait écho à la vie politique, quoi, le côté performatif du discours. Et est-ce que ça pourrait devenir autre chose? Une série télé, une BD, un bouquin, une pièce de théâtre? Est-ce que vous pourriez l'adapter? Bah, la réponse est oui, mais sachant qu'il y a des demandes régulières, mais il y a des projets très concrets qui n'avancent pas à la faute de temps, en fait, hein. De novélisation, par exemple, de 57. L'idée donc d'en faire un roman. Mais pour y avoir réfléchi un petit peu, je pense qu'il faut vraiment repenser complètement la chose, parce que la question de l'armature, on va dire, factuelle de qu'est-ce qui se passe, c'est une grosse partie du boulot, mais c'est une petite partie du boulot. C'est le traitement qui nous intéresse. On a souvent dit explicitement dans la série, ce qui se passe ne nous intéresse pas tellement, c'est comment ça se passe. Donc 57, par exemple, on pourrait y repenser rapidement, en roman, s'il fallait le refaire. Moi, je m'étais dit d'emblée, si on le refait, on le fait du point de vue de Michel, qui est le garde du corps, parce que Michel, il est quasiment muet dans la série, mais il assiste à tout. Donc ça serait intéressant de faire parler par le roman un personnage qui est muet. Mais il faut entièrement repenser la chose. Mais oui, il y a des gens qui nous contactent, on reçoit voilà, une vingtaine de mails par an de gens qui disent: «Ah, faudrait le faire en série de télé». Donc c'est assez cinématographique par ailleurs, parce que c'est assez naturaliste, et cetera. Mais on verra ce que ça devient, puis ça deviendra peut-être rien. C'est très bien que ce soit une série radio. En tout cas, je suis pas sûr qu'à la télé, on puisse avoir autant de liberté et d'écriture et à tous les niveaux, à toutes les strates même du travail, autant de liberté qu'ici à la radio. Je suis à peu près certain qu'il y a plein de choses qui ne passeraient jamais en télévision. Quand je vois un peu comment ça se passe, non, il y aurait des verrous à tous les niveaux éditoriaux, et cetera. Là, il y a une surveillance éditoriale, enfin un suivi, quoi, mais une liberté totale. Et ça nous a été dit explicitement souvent, on nous répète: «Vous écrivez ce que vous voulez. On veut juste voir ce qui se passe et comment ça va se passer, mais vous écrivez ce que vous voulez». Mais ça paraît incroyable, surtout pour du service public. Vous traitez aussi d'une matière, politique, donc j'imagine que quand on travaille pour le service public, on se fait dézinguer de tous les côtés en disant, «Vous défendez la droite, vous défendez la gauche», et cetera. Ça paraît dingue, vu de l'extérieur, qu'on vous laisse écrire ce que vous voulez. Je pense qu'on ne peut pas déterminer la couleur politique des personnages et de nos personnages. Il n'y a pas de parti pris non plus politique. Ce qui fait qu'on passe à travers les mailles du filet et en tout cas, il n'y a pas un message politique non plus, idéologique, derrière 57. Ça traite de la vie et du théâtre politique, de la vie politicienne, avec ses petites mesquineries et ses grandeurs parfois. Mais c'est plutôt ce théâtre-là qui nous intéressait et ces enjeux-là du cirque politique, plutôt que du débat d'idées. Il n'y a pas d'idées véhiculées. Il y en a peut-être certaines, évidemment, de réflexion en tout cas, mais ça va être une réflexion plus presque philosophique ou plus extérieure, qui en aucun cas va être teintée politiquement. Et une des conséquences aussi lors des rediffusions, ou des gens qui découvrent la série, des fois, il y a des gens qui, en 2021, découvrent la série, ils disent: «C'est génial, je ne connaissais pas, un truc qui date depuis 2014». Et moi, ça m'amuse beaucoup de voir pour des mêmes personnages, à 2, 3, 4 ans d'écart, les gens me disent: «Ah ouais, mais ça, c'est évidemment machin». Non, pas du tout, en fait. Et donc, les gens projettent d'autres personnalités contemporaines sur des mêmes personnages, juste à 3, 4 ans d'écart, juste parce qu'ils projettent autre chose pour un même personnage. Donc, c'est eux qui projettent, c'est eux qui doivent bosser, pas nous. Quel bilan vous gardez de ces 6 saisons ensemble sur ce projet de fiction politique? Est-ce que vous êtes nostalgique que ça se termine? Est-ce que vous êtes content de passer à autre chose? Est-ce que vous avez envie de retravailler ensemble sur d'autres projets?
Je crois que pour pouvoir apprécier aussi les choses, c'est bien de savoir qu'elles se terminent. Et c'est la fin de quelque chose, ça c'est sûr. On est un peu le cœur serré pour ça, voilà, de quitter les personnages, de quitter aussi ces décors, des scènes, des dynamiques. Après, je vous dirai plus précisément à l'issue de tout ça, une fois que ça sera diffusé et véritablement terminé. Pour vous, François? Le mot qui vient, c'est gratitude. Voilà, 7 ans de gratitude pour tout. La radio elle-même, les équipes, Cédric en premier qui a été l'instigateur de ce projet au tout départ. Les, je sais pas, 500 comédiens qu'il y a eu, tous les techniciens, les bruiteurs. Plus des petites choses merveilleuses comme le chef-op, Stéphane Desmond, qui a été muté à un autre poste depuis, et qui s'est débrouillé pour revenir faire sa dernière saison, par exemple. Enfin, c'est plein de choses comme ça qui sont merveilleuses. Donc on a beaucoup de chance, et puis on a essayé de faire ça bien. Et puis sur le deuil à faire, il faut le faire, et puis il faut passer à autre chose. Mais on a eu cette saison 5 qui devait être la dernière. Donc je n'ai pas analysé, mais j'avais déjà fait un deuil, moi, un peu de cette série. Donc là, j'ai vu cette saison 6 un peu comme vraiment un petit bonus, quoi, pour nous, pour les auditeurs, on espère en tout cas. On se fait vraiment plaisir. Et on avait une petite obsession qui était de ne pas faire la saison de trop, parce on s'est arrêté saison 5. Je crois vraiment qu'en tout cas, nous, on n'a pas l'impression d'avoir tiré à la ligne, quoi. On l'a fait celle-ci en plus parce qu'on avait très très envie. Donc vraiment, à part dire que tout est merveilleux et que c'est super, quoi. Puis ensuite, on soldera ça, on digérera ça, et puis on se lancera dans d'autres projets. Et ça, c'est pas les envies qui manquent. Ouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre. Merci à vous. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir 57 rue de Varennes de François Perrache et Cédric Ossire pour France Culture. La série doit absolument s'écouter dans l'ordre, idéalement au casque. Pour la trouver, rendez-vous sur le site de France Culture ou sur l'appli Radio France où il existe enfin un flux qui regroupe toutes les saisons dans le bon ordre. Merci d'avoir écouté Sans Algo. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et à nous envoyer vos remarques et questions par mail. On les lit avec attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit par Slide.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Voix additionnelle et montage, Victor Benamou.